La crise ivoirienne de 2010 continue de diviser. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un témoignage particulièrement troublant venant d'un ancien proche conseiller de Laurent Gbagbo. Calculs électoraux contestés, rencontres discrètes, déclarations anticipées, plusieurs éléments évoqués dans ce récit laissent penser qu'un scénario aurait été préparé bien avant la chute de Gbagbo en 2011. Reste bien jusqu'à la fin, car certains passages sont rarement évoqués dans les autres médias. Like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune analyse politique ivoirienne. J'ai été pendant toute la campagne et le soir du résultat, du deuxième tour, j'étais dans le QG, au sous-sol du QG, où on avait installé une espèce de centre de contrôle où on recevait tous les résultats de Côte d'Ivoire. Et en connaissance du premier tour, j'avais dit aux gens de mettre dans l'ordinateur 100% à Ouattara dans toute l'ancienne région CNO, c'est ce qu'on appelait la région où il y avait eu les rebelles, en me disant de toute façon s'il triche, il prendra 100%, point barre. Et donc on avait fait cette barrière technique en disant maintenant on va compter les résultats du Sud pour voir qui gagne ou qui ne gagne pas. Et malgré ce blocage que j'avais fait sur le Nord, le lundi, en fin de journée, quand les derniers chiffres d'Abobo sont tombés, on était à 51-49 pour Gbagbo. Donc pour moi c'était plié. Et ça me rappelait un souvenir de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à l'époque, Jean-Marc Simon, qui 2 ou 3 jours avant le vote, c'était le jour du fameux débat entre Gbagbo et Alassane, m'avait reçu à l'ambassade et on avait discuté de la suite et il m'avait dit « je suis très inquiet parce que moi je lui dis d'abord dimanche Gbagbo va gagner et si Gbagbo ne gagne pas, il y aura le chaos et vous aurez quelqu'un comme Mangou ou un gars en uniforme qui passera à la télé le soir. » Et il m'a dit « Monsieur Oudin, je suis très inquiet pour la suite parce que Laurent Gbagbo n'a pas fait ce qu'il fallait pour être sûr de son deuxième tour en ne faisant pas alliance avec Bédier. » Dans ma tête, je me suis dit « Mais il me raconte quoi, l'ambassadeur de France? Il me prend pour qui ?» Bédier avait été automatiquement désisté, plus que désisté, puisqu'on avait, après coup, on se rend compte qu'il avait été éliminé techniquement du premier tour. Hein, on peut en reparler longuement. Et donc, Bédier ne pouvait pas s'allier à Gbagbo. Bédier était pieds et poings liés derrière Ouattara, avec la France, sur obligation. Donc, de me dire, premier truc, que la France, que Bédier et Gbagbo n'étaient pas alliés, donc ça ne pouvait pas marcher. Dans ma petite tête, je me suis dit, il prépare quelque chose. Et c'est le soir, il y avait ce débat, et quand j'ai vu Gbagbo, je ne lui ai pas parlé de ça, parce que je me suis dit, je vais lui mettre un truc dans la tête qui va le gêner pendant son débat avec Ouattara. Donc je veux qu'il reste focus sur son débat, et ça, je lui en parlerai après. J'en ai parlé après, bien sûr, mais pour qu'il soit tranquille pour le débat, je ne lui avais pas parlé de cet événement. Et la deuxième chose, c'est après, quand il y a eu les 2-3 jours où la commission électorale ne donnait pas le résultat, où il y avait ce fameux Youssouf Bakayoko, paix à son âme aussi, qui essayait de dire on travaille jusqu'à minuit et tout. Le lendemain, je suis dans le bureau de Franck Anderson Kwasi, qui était le patron de l'espèce d'Arcom ivoirien. Et au moment où on se parle, il y avait la télé qui était allumée dans son bureau, et je vois la journaliste d'Abidjan, interrogée par Vanessa Burgraff à l'époque, je crois, qui était sur France 24, et qui dit on a été reçu par la commission électorale à l'hôtel du Golfe, en présence de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis. Il n'y avait que le président de la commission, il n'y avait personne d'autre, et il nous a asséné les résultats, Ouattara 54, Gbagbo 46, et ici 3 chiffres. Le nombre de votants, les voix de Ouattara et les voix de Gbagbo. Alors, premier acte que je fais, je trouve que les chiffres étaient un peu bizarres, je dis à Franck, passe-moi une calculette. Je prends la calculette, j'additionne Gbagbo et Ouattara, je divise par le nombre de votants, et ça me donne le nombre d'exprimés. Et là, je trouve taux de participation 83%. Mais depuis 2 jours, de Choi à l'entourage de Ouattara, et même autour de nous, on disait ça va atteindre les 70%. Même Soumaoro, qui était à l'époque, lui aussi est décédé, était un des plus proches de Ouattara, disait on a eu peur que ça n'atteigne pas 70%, mais on va atteindre les 70%. L'ONUCI a fait un communiqué le lundi soir en disant c'est 70%. Et comment on passe de 70 à 83 du lundi soir au jeudi alors que le vote est terminé le dimanche soir? D'ailleurs, c'est Ban Ki-moon à l'époque qui dit que recompter serait une injustice. Dans la foulée, quand on a demandé, Ban Ki-moon, qui était à l'époque à Addis Abeba pour une réunion, dit ce serait une injustice de recompter. Le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, dont on pourra reparler, dit on ne recompte pas.
quelques moments plus tard, pour l'affaire du Congo, il dit il faut recompter. Donc il y avait 2 poids, 2 mesures. Tout était ficelé pour que Gbagbo ne passe pas. Et quand l'histoire des chiffres... et en plus, quand on voit les résultats du premier tour et du deuxième tour, le nombre de voix de Ouattara, c'est quasiment l'addition du nombre de voix de Bédié et de Ouattara au premier tour, ce qui est pratiquement impossible. Il y a eu 50% d'abstention dans le Baoulé au deuxième tour, c'est normal. Bédié n'était plus là, les Baoulés ne sont pas déplacés. Et puis il y a aussi le rôle de cette société-là, SAGEM, il me semble que vous pointez de son représentant Sidi Kanyasi. Sidi Kanyasi, qui était le fils de son père, l'ancien patron d'Aiglon, et qui était un magnat du coton à l'époque, qui avait périclité. Sidi Kanyasi, qui est toujours dans les petits papiers de Ouattara aujourd'hui d'ailleurs, avait participé aussi à ce montage. C'est clair, net et précis. Il y a eu la volonté absolue de fabriquer un résultat. Et je vous dirais qu'il y a encore un élément qui est passé pratiquement inaperçu, mais qui mérite d'être rappelé. Le dimanche soir, assez tôt en France, c'est-à-dire avec le décalage horaire de 2 heures, parce qu'à l'époque c'était l'heure d'hiver en France, etc. Donc il y avait 2 heures. Quand il était 22 heures à Abidjan, il était à peine 20 heures en France. Il y a la vice-présidente de l'UMP de France, du parti de Sarkozy, la vice-présidente des jeunes de l'UMP, qui tweet, on ne parlait pas encore de X, qui tweet « Belle victoire de Ouattara, 54-46 ». Et des gens l'appellent pour lui dire « Mais tu sors ça d'où ?» Elle dit « On me l'a dit, des amis d'Abidjan, etc. » Je leur dis « Mais ils n'ont même pas fini de tout dépouiller. » Elle a enlevé son tweet, mais il y a des gens qui ont fait la capture d'écran. Donc c'est marqué dans le marbre. Et cette jeune femme s'appelle comment? Aurore Berger, qu'on connaît aujourd'hui dans les postes qu'elle a obtenus après. Qui a vadrouillé un petit peu. Qui a vadrouillé dans tous les sens. Oui. Et qui, ce soir-là, comme elle était à l'UMP, elle a dû entendre parler que, de toute façon, on allait régler le compte de Gbagbo, et elle a sorti le chiffre qui va sortir le jeudi. Elle l'a sorti le dimanche soir sur un tweet. Ça ne s'invente pas. Alors, comment vous avez vécu la suite des événements, avec notamment cette phrase qu'on nous a ressortie, on en reparlera, Albert Bourget qui nous l'a ressorti, Robert Bourget, pardon, qui nous l'a ressorti. Sarkozy dit je vais le vitrifier en parlant de Laurent Gbagbo. La suite des événements, pour vous qui étiez très proche de Laurent Gbagbo, proche conseiller, ça devait être extrêmement brutal, tout ce qui s'est enchaîné après. Ben, il faut se remettre dans le contexte de 2010 jusqu'au mois d'avril 2011. Les premières semaines ont été difficiles parce qu'il y avait un certain nombre de combats. Et très vite, la ville d'Abidjan est redevenue, entre guillemets, quasi normale. Il y avait, tout le monde rigolait de la République du Golfe, qui était une espèce de chancre au bord de la lagune. Et tout le monde tournait autour. Le président Gbagbo disait « Mais rentrez chez vous, vous êtes au Golfe, rentrez chez vous, personne ne va vous toucher. On va recompter, on va s'arranger, on va vérifier tout ça. Si moi j'ai perdu au recomptage, je m'en vais le lendemain matin ou le soir même. » C'était clair pour lui. Mais on a continué à développer ce cancer de la République du Golfe jusqu'au moment du 11 avril. Et là, c'est écrit dans mon livre, c'est une anecdote qui m'a été rapportée par des gens qui étaient au cœur du problème. Et quand Bourgi dit « je vais le vitrifier », eh ben ça ne fait que confirmer ce que j'avais écrit. Quelques jours avant Gbagbo a été enlevé le lundi 11, dimanche 10, le vendredi 8, il y a une réunion à l'Élysée, dans l'après-midi, avec l'état-major. Et le vendredi soir, il y a le conseiller de Bédié à Paris, accompagné d'un ami à moi qui est toujours à Paris et que je cite dans mon livre, qui sont emmenés par un ami de Sarkozy à l'Élysée. Ce monsieur s'appelle Alexandre Djouri, personnage célèbre qui a... Et Djouri et le représentant de Bédié rentrent dans le bureau de Sarkozy, ressortent, mon ami était resté au pied de l'escalier, ils repartent, ils redéposent Djouri à son hôtel, et ils appellent Abidjan. Le représentant de Bédié appelle son patron à Abidjan, et lui dit « Si Gbagbo est encore là mardi, c'est-à-dire le 12 avril, c'est que ma mère m'a fait avec un chien. » La phrase est terrible. Et quand j'ai sorti mon livre, c'est écrit dans le livre sur Ouattara, j'ai présenté le livre à un journaliste spécialisé de la Côte d'Ivoire, un Français. Je lui fais lire l'épisode,
Et il m'a dit, je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu parler de ça, mais ce que je savais sûr, c'est que l'après-midi, avant cet entretien, il y a eu une réunion d'état-major à l'Élysée où je pense que tout s'est décidé. Et beaucoup plus tard, je crois que je l'ai écrit dans mon deuxième livre, j'ai retrouvé dans le Figaro une interview du patron du général qui était le chef d'état-major particulier de Sarkozy à l'époque, et qui était avec l'ancien conseiller de Sarkozy pour les affaires diplomatiques. Et tous les deux expliquent aux journalistes du Figaro que, par exemple, sous Sarkozy, ils avaient des libertés d'expression, etc. Il dit, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, on imaginait tous les scénarios et Sarkozy approuvait à chaque fois, on s'est bien amusé. Wow. C'était dans le texte. Hein, le numéro du Figaro, tout est dans le... Donc, tous ces gens-là, il y avait une forme d'impunité, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un entre-soi, ils étaient décidés à faire ce qu'ils voulaient faire, ils n'avaient aucune opposition, et ça s'est terminé le 11 avril. Moi, j'ai quitté Abidjan le 26 mars, parce que j'étais envoyé en mission par le président. Comme j'étais un peu français, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans cette période-là, où j'allais croiser des hommes politiques français à Paris pour essayer de modérer la presse et de modérer les hommes politiques. J'en ai croisé au Sénat, à l'Assemblée, etc. D'ailleurs, le 11 avril au matin, m'a trouvé à l'Assemblée nationale en train de discuter avec un député. Donc j'avais tout essayé pour ça. Et mon billet d'avion était pour le 13 avril. D'ailleurs, j'ai gardé la marque parce qu'aujourd'hui, je peux toujours montrer que je devais rentrer à Abidjan le 13 avril, je ne me suis pas enfui. C'est les circonstances qui m'ont empêché d'y retourner jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'affaire, les Français ont... Quand je dis les Français, le système politique français de l'époque, tout confondu, puisque le Parti socialiste, qui aujourd'hui se rabiboche entre guillemets avec le PPA, a vomi Gbagbo dans la période. François Hollande a dit que Gbagbo était infréquentable. Le FPI avait été exclu de l'international socialiste. Et Gbagbo avait été amené à l'international socialiste grâce à Jean Ziegler, qui avait présenté Gbagbo à l'ancien chancelier Willy Brandt. Et Willy Brandt avait dit à Ziegler, mais ce type est formidable, etc. Il dit, faites-le rentrer à l'international. C'est un jeune, etc. Et c'est comme ça que Gbagbo s'est retrouvé à l'international socialiste, avec des parrains de choix. Bon, jusqu'à une période récente, je vois aujourd'hui que certains membres du Parti socialiste essayent de participer à des réunions de relations avec... c'est la politique. Mais il faut quand même garder le souvenir des choses. Au final, cette affaire continue de poser une question essentielle. La crise ivoirienne de 2010 était-elle uniquement une bataille électorale ou un affrontement déjà joué dans les coulisses du pouvoir international? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces révélations. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire politique africaine.